Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ça fait plaisir donc de voir du monde qui s'intéresse à la technologie du diabète, notamment la technologie de la surveillance continue du glucose. Comme vous savez, donc vous voyez que là, parmi les thématiques du congrès de la SMEDIAN, c'est la technologie, l'intelligence artificielle. Et la technologie a envahi tous les domaines, y compris la diabétologie. Et actuellement, les CGM gagnent de la place en termes d'indication donc chez les patients diabétiques de type 1 et les autres types de diabète actuellement. Et mon a je déclare mes conflits d'intérêts, donc je remercie le laboratoire KML de nous avoir permis cette organisation. Et puis mon agenda est le suivant. Nous allons commencer par une séance de brainstorming via la plateforme Multimitaire pour l'interactivité. Et puis nous allons voir donc les recommandations de façon brève, notamment l'ADA. Nous allons parler de façon brève des nouveaux paramètres, le titre et le GRI. Je vois que les conférenciers ont touché un mot concernant ces nouveaux paramètres. Nous allons faire un petit rappel avant de passer au nouveau capteur I6 de Kermet qui a été mis sur le marché marocain récemment et également de la plateforme iPen Review. C'est une plateforme professionnelle qui est très intéressante. On verra donc l'intérêt donc de cette plateforme. Et puis nous allons voir quelques cas cliniques interactifs. C'est bon. Donc quelques cas cliniques interactifs et en fonction du temps, on va voir donc le nombre de cas qu'on pourra traiter. Donc, j'ai toujours l'habitude d'utiliser la plateforme Mentimeter. Donc, je vais vous demander de prendre vos smartphones et de donc scanner le code QR ou bien de taper le site www.menti.com et puis entrer le code suivant. Juste pour avoir un état des lieux par rapport à vos connaissances, à vos pratiques et à vos attentes également concernant donc cet atelier. C'est bon? Donc, 1re question, est-ce que vous parlez à vos diabétiques de type 1 des nouvelles technologies? Donc j'ai toujours l'habitude donc, de poser cette question pour avoir une idée donc sur l'avancement ou bien donc, les habitudes des endocrinologues en termes donc de technologie du diabète, notamment le CGM. Donc, souvent oui. 2e question, donc concernant votre patientèle, quelle est la proportion approximative de vos diabétiques de type 1 qui utilisent un CGM, quel que soit le type? Donc il y aura après une question concernant les freins qu'on a sur le plan pratique donc de prescription des CGM. 3e question, quels sont les types de CGM que vous utilisez actuellement dans vos pratiques? Donc, pour connaître tous les CGM, y compris ceux qui sont importés de l'étranger. Android. Donc, avec un i3, freestyle libre, Siblionix, Sinoclair, c'est-à-dire le i3, heu, Style, Freestyle, Sinclair, Essence, Essence, i3, je crois pas le Essence, non, Essence.
Et le i3, ah oui, effectivement, c'est le i6. Très bien, parfait. Donc, quel est l'intérêt de l'utilisation des CGM à votre avis? Est-ce que vous avez une priorité par rapport à ces options, donc en termes donc, d'intérêt, d'utiliser un CGM ou bien de prescrire un CGM chez un patient diabétique, surtout de type 1? Donc les alertes hypo-hyper, variabilité glycémique, les non, toujours la variabilité liée, les alertes, les alertes pour OTP en dernier. Donc c'est surtout l'intérêt majeur donc, pour vous, c'est les alertes hypo-hyper. Donc, à votre avis, quelle est la métrique du CGM que vous jugez la plus pertinente pour le suivi clinique des patients, notamment les types 1? Et là, vous avez donc la main pour répondre. Quelle est, à votre avis, la métrique la plus importante? Quand je parle de métrique, c'est-à-dire donc, c'est surtout les statistiques, les plages cibles, bien dans au plus quotidien. Donc, vous avez le choix. Le tir, TBR, coefficient de variation, indice de variabilité, TBR, plage cible, mhm, variabilité glycémique, mhm, hypoglycémie, hypoglycémie, tir, TBR, CJ. Je fais le TBR. Très bien, parfait. Donc, je vois que, effectivement, parmi les paramètres les plus importants, c'est le tir TBR, le coefficient de variation. Entre autres, donc on verra les détails des recommandations avant de passer au 4 minutes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation des CGM? Je vois qu'il y a, pour la première réponse, pour la première question, personne n'a coché 50 à 100%. Donc, c'est sûr qu'il y a des obstacles dans vos pratiques. Donc, il y a le prix, le coût, l'interprétation, phonoautographie, ETP, interprétation. Donc, le type d'éducation thérapeutique est là. Donc, effectivement, on a beaucoup de soucis, notamment en termes d'accessibilité, rapport glycémique. Et d'ailleurs, à chaque fois, donc, on essaie de défendre nos patients pour avoir donc des réductions de prix vis-à-vis des sociétés qui commercialisent des capteurs glycémiques. Quel est le principal atout des systèmes CGM de nouvelle génération? Vous savez tous qu'actuellement, il y a à presque chaque semaine, 15 jours, il y a un nouveau capteur, une nouvelle génération, comme par exemple le iCAN. Ils ont eu le premier capteur qui a été mis sur place, donc c'était le i3. Actuellement, ils ont le i6. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça va changer en termes de paramètres ou bien d'atouts? Et le principal atout, aucune idée. Logiquement, pour que ça va comment? Plus stable, plus précis. La durée d'enregistrement, très bien. La durée d'enregistrement est parmi les critères donc de comparaison des capteurs. Actuellement, est-ce que vous avez une idée donc sur la durée la plus longue des capteurs glycémiques? 14 jours, il y a 15 jours, 15 jours, 14, entre 14 et 15. 2 plus 3 plus, c'est 15 jours, effectivement. Dexcom G7, dernière version du Dexcom G7, c'est 15 jours. Mais c'est pas 15 jours, c'est plus, une année. Il y a le capteur implantable, exemple, c'est un capteur Eversense 365. C'est un capteur implantable qui peut durer jusqu'à une année, mais ça existe aux États-Unis. On l'a pas malheureusement nous, mais juste pour avoir l'idée donc mais effectivement, les capteurs qu'on a actuellement sur le marché, c'est 15 jours maximum. Ça fait l'apanage donc le freestyle libre 2 plus et 3 plus. 2 et 3, c'était 14 jours. Avec donc la nouvelle génération 2 plus et 3 plus, c'est 15 jours. D'accord? Et puis également le i6, c'est 15 jours. Donc la fiabilité effectivement en termes de précision sur le paramètre marge et puis, plus précis, petit gadget, effectivement, la miniaturisation est parmi les critères donc de concurrence actuellement en termes de capteurs glycémiques. Donc vous allez voir comme par exemple le i6 actuellement, la taille est presque
similaire à celle du freestyle libre, 3 plus, c'est 15 jours, d'accord? OK, plus flexible, plus stable, facile installation, très bien. C'est un paramètre qui est très important en termes de capteur glycémique, c'est la manipulation, pour que ce soit facile en termes de mise en place, très important pour les patients. D'ailleurs, par exemple, là, le système Medtronic, ils ont des capteurs qui sont performants, d'accord? Le Guardian 3 et 4 sont des capteurs qui sont très précis, mais ils ont 2 inconvénients. Déjà, la durée d'enregistrement, c'est 7 jours et puis la mise en place, il est compliqué pour les patients. Les 2 pièces. Par contre, les nouveaux capteurs, notamment les dernières générations, ils essaient donc de mettre une seule pièce, d'accord, pour faciliter la tâche aux patients. Précision, donc, justement, donc, vous avez fait le tour donc, des réponses. Alors là, on va passer aux questions un peu précises concernant les statistiques. À votre avis, quel est l'objectif du tir selon les recommandations? Donc, appuyez H pour afficher les résultats. Vous avez la main donc de répondre. Je l'ai fait exprès, donc j'ai caché les résultats pour avoir des surprises après. Donc, vous êtes en train de répondre. Effectivement, c'est fait exprès. Faut faire attention. Normalement, ça doit dépasser les 70%. D'accord? C'est pas inférieur à 70%, ça doit dépasser les 70%. Donc, 9e question, quel est l'objectif du TBR niveau 2? C'est-à-dire une hypoglycémie inférieure à 54. Et là, il n'y a pas de piège. Oui, très bien. Donc, c'est normalement, sur les recommandations, ça doit être inférieur à 1%. Il faut faire attention avec les hypoglycémies niveau 2. Donc, quand on les a, c'est un signal d'alarme chez les patients diabétiques. 10e question, quel est l'objectif du CV, coefficient de variation, toujours en se référant aux recommandations d'attention. Que faut-je leur dire? Donc, donc il y a eu, donc des réponses concernant plus de 30, il faut toujours faire attention, c'est moins de 36% normalement, inférieur ou égal à 36%. Et pour la première réponse également, elle est plus ou moins correcte. L'ADA également peut se permettre un seuil de 33% chez des patients qui sont stables, d'accord? Mais, retenez le chiffre moins de 36%. Inférieur ou égal à 36%, on parle de diabète stable. Plus de 36%, c'est un diabète qui est instable. Quels sont les 2 critères de validité d'un rapport HGP? Donc là, vous avez là également donc, la main, répondre. Les 2 critères de validité d'un rapport de HGP. On en aura besoin dans les cas cliniques. Durée d'activité du capteur, effectivement. Durée d'activité, ça doit dépasser quel chiffre? Question également, elle est très intéressante dans le sens donc de faire la part entre la durée d'activité du capteur et la durée d'enregistrement. Durée d'enregistrement, ça doit dépasser 14 jours pour avoir un HGP valide. Et durée d'activité, normalement, c'est un capteur qui est fonctionnel. On peut mettre un capteur pendant 14 jours qui n'est pas fonctionnel, par problème de connexion ou bien de frein, par exemple. D'accord? Donc, il faut faire la part entre les 2 paramètres. Donc, on a 2 critères de validité, une durée d'enregistrement qui dépasse les 14 jours, soit 14, soit plus. D'accord? Mais moins de 14, non. Et puis, l'activité du capteur, ça doit dépasser 70% d'activité. D'accord? Je crois que c'est la dernière question. Quelle est la principale barrière à la diffusion des CGM en pratique dans notre contexte marocain? On va voir, probablement, c'est le coût et le remboursement, formation médicale, effectivement, interopérabilité, données, confidentialité, acceptabilité, non.
Donc le premier frein, généralement, c'est un problème surtout d'accessibilité et on attendra le remboursement des dispositifs. Il n'y a pas de nouveau concernant le remboursement. Très bien, parfait. Donc on va reprendre notre présentation. Donc concernant les recommandations de façon brève et concise, l'ADA, il est très clair en termes d'indication du CGM. Actuellement, il y a une extension à tous les types de diabète. Mais malheureusement, dans notre contexte, donc, vu l'inaccessibilité au dispositif, il faut toujours trier le profil de patient qui doit bénéficier donc d'un CGM, notamment les diabétiques de type 1. Et il faut faire attention avec le volet éducatif, il est très important. Donc, l'éducation thérapeutique vient d'un patient porteur de CGM, elle est très importante. Sinon, il y a des patients qui utilisent le CGM en une sorte de surveillance glycémique pour sans rapport, malheureusement, sans analyse de données. Donc, c'est l'intérêt d'ailleurs donc, de cet atout. Donc, vous voyez, donc, il faut toujours faire attention avec les rapports. Il faut insister sur le téléchargement des données. Et actuellement, avec les nouveaux capteurs, on a accès à des plateformes professionnelles qui nous permettent d'avoir plus de données concernant les statistiques et les données des CGM. Donc, vous voyez, donc, les types de diabète également sous insuline, type 2 ou autres types du diabète même secondaire peuvent bénéficier donc d'un CGM, mais femmes enceintes également. Et là, j'ai mis la dernière phrase vue. Donc, si on a un problème d'accessibilité au capteur, c'est d'ailleurs notre contexte, et il ne faut pas hésiter à mettre les patients sous CGM dans son période. D'accord? Pendant 15 jours, par exemple, tous les 3 à 6 mois. Ça nous permet d'avoir une idée sur les différents paramètres donc de CGM de façon périodique, comme ce qu'on fait d'ailleurs avec le bilan biologique. D'accord? Par faute de moyens. Donc là, je ne vous apprends rien, c'est les statistiques ou bien les critères qui ont été validés par les sociétés savantes. Ça n'a pas changé, donc c'est 10 paramètres. Donc, on a parlé des 2 paramètres de validation. Donc, c'est le temps d'enregistrement qui doit dépasser supérieur ou égal à 14 jours et le temps d'activité du capteur qui doit dépasser 70. D'accord? C'est 2 premiers critères de validité. Si un HGP donc ne répond pas à ces 2 critères, il n'y a pas intérêt à l'interpréter. D'accord? Donc et puis si on valide le rapport, là, on va passer dans les statistiques. On a les 2 paramètres, le glucose moyen et le GMI. Le GMI, on l'avait appelé avant l'hémoglobine glycée estimée. Mais comme vous le constatez, là-dedans, on n'a pas donné de chiffres sur ces 2 paramètres parce que ça doit se faire normalement dans un cadre de personnalisation thérapeutique. Un sujet âgé, par exemple, c'est pas le même objectif en termes de GMI comme un sujet jeune, heu, avec une espérance de vie, avec, par exemple, en termes de comorbidité. Donc c'est la même chose, c'est le même concept que l'hémoglobine glycée, mesurée au laboratoire. Concernant le coefficient de variation, c'est le seul paramètre de variabilité. On a eu tout à l'heure une conférence sur la variabilité glycémique. Vous constatez qu'il y a plusieurs paramètres de variabilité qui sont complexes malheureusement. Donc, c'est pas très pratique sur le plan de consultation. C'est pour cette raison que l'ADA avait validé donc, le coefficient de variation comme paramètre de variabilité glycémique, notamment avec un intérêt surtout pour les hypoglycémies. D'accord? Donc, retenez le chiffre 36%, inférieur ou égal à 36%, on parle d'un diabète stable, plus de 36%, on parle d'un diabète qui est instable. Pour les plages cibles, on a la plage cible, donc la plage d'hyperglycémie niveau 2. Et là, il faut faire attention avec les chiffres. On ne doit pas dépasser 5% de temps dans cette plage d'hyperglycémie majeure, d'accord? Glycémie supérieure à 2,5, on ne doit pas dépasser 5%. Et vous voyez qu'il y a toujours un deuxième chiffre concernant des patients qui sont fragiles ou bien âgés avec des comorbidités, d'accord? On est plus et moins exigeant, d'accord, en termes d'équilibre glycémique que cette population donc fragile. Et puis, il y a cette plage, septième paramètre, plage d'hyperglycémie niveau 1 entre 181 et 250 milligrammes. Alors là, on peut se permettre d'avoir jusqu'à 25% de temps dans cette plage d'hyperglycémie, d'accord? Mais il ne faut pas la dépasser. Pour les sujets âgés ou ayant des comorbidités, on peut tolérer jusqu'à 50% dans cette plage d'hyperglycémie. En fait, la hantise chez ces patients, c'est l'hypoglycémie, d'accord? On peut se permettre d'avoir 50% en hyperglycémie niveau 1.
Alors le time in range, donc le fameux tir, là, tout à l'heure, il y avait sur la question comme quoi ça doit dépasser de 70. Faites attention, donc en plage d'hyperglycémie, hypoglycémie, c'est inférieur. En plage de tir, c'est supérieur à 70. D'accord? Ça doit dépasser 70 en temps donc de cible. Et puis, il y a le 9e paramètre, le TBR, le temps below range, le temps en hypoglycémie niveau 1, c'est-à-dire entre 54 et 69 milligrammes. Là, on ne doit pas dépasser 4 dans cette plage cible. Et pour les sujets âgés, vous voyez que c'est moins de 1 hypoglycémie niveau 1. D'accord? Par contre, niveau 2 d'hypoglycémie, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre concernant les patients fragiles. Et pour donc la population générale, on tolère jusqu'à 1 d'accord, de temps dans le niveau d'hypoglycémie niveau 2, d'accord, c'est-à-dire inférieur à 54. Et là, il faut faire attention avec les hypoglycémies. Parmi les critères qu'on voit en premier sur un rapport, c'est le temps d'hypoglycémie, TBR, niveau 2, puis niveau 1. D'accord. Donc, rapidement, c'est le rapport qui a été validé par l'ADA comme outil d'interprétation. Mais nous, dans notre pratique, ce rapport, on le laisse surtout pour l'éducation thérapeutique des patients. On a des données beaucoup plus importantes, notamment sur les profils quotidiens. D'accord? OK. Donc, par rapport aux nouveaux paramètres, le titre, actuellement, on parle du time in tight range. Pourquoi? Parce qu'en fait, un sujet sain qui n'est pas diabétique dépasse 95 en time in range. Time in tight range plutôt, entre 70 et 140 milligrammes. D'accord? Un sujet sain dépasse 95 en time tight range. Et vu qu'on a actuellement à notre disposition des boucles fermées, des technologies qui nous ont permis en fait d'optimiser la prise en charge du diabétique de type 1, on peut se permettre d'être exigeant en termes d'équilibre glycémique, d'accord? Et avoir comme objectif le time in tight range. Et pour le moment, il n'a pas encore été intégré dans les critères de l'ADA, mais je crois que ça sera le cas dans le futur. Vous voyez que ça fait couler beaucoup d'encre en termes de littérature, vu l'apparition actuellement de nouveaux systèmes de d'EDF qui sont très performants. Le GRI, donc le professeur Bézier a touché un mot concernant le GRI. C'est également un nouveau paramètre composite. Quel est l'intérêt du GRI? Et c'est avéré que malheureusement, quand on analyse les différents niveaux, time in range, TBR et TAR, on peut avoir un tir dans les objectifs, mais un TBR qui n'est pas dans les objectifs. D'accord? C'est pour cette raison qu'ils ont donné ce GRI, qui est un critère, c'est un paramètre composite qui est calculé par cette formule. Et vous voyez que le niveau de d'hypoglycémie, moins de 45, est multiplié par 3. D'accord? Donc, ils ont donné beaucoup plus d'intérêt pour l'hypoglycémie niveau 2. Très bien. Et le GRI, il a été donné sous forme d'une grille avec plusieurs donc, couleurs. Et un GRI qui correspond à un sujet parfaitement équilibré ne doit pas dépasser 15. Chiffre 15 pour le GRI. Sinon, ça doit se situer dans cette zone verte. Plus on s'approche de la zone rouge, plus il y a donc un risque de déséquilibre et d'hypoglycémie. Très bien. Donc, vous voyez que le GRI, il est inversement corrélé au time in range. D'accord? Pour faire simple, donc vous voyez que ils ont pris des patients diabétiques du type 1. Ces points blancs, c'est le GRI des patients en boucle ouverte, c'est-à-dire ce pompe en boucle ouverte. Ils avaient des GRI qui sont plus ou moins élevés. Donc, vous voyez qu'ils sont même situés dans la zone rouge. Après le switch vers la boucle fermée, ils ont pu gagner plusieurs points sur le GRI. Et vous voyez que close loop, donc c'est le zone noir, s'approche de la zone verte, qui est l'objectif de GR. Donc, c'est un outil également qui est important dans l'analyse et qui sont en train donc de voir pour l'intégrer dans les recommandations. Donc, cette étude est intéressante dans le sens qu'ils ont pris des patients qui sont équilibrés, qui ont des hémoglobines glyquées inférieures ou égales à 7 en se basant sur le paramètre d'hémoglobine glyquée. Et c'est avéré que malheureusement, il y avait un segment qui est significatif, 39 qui n'était pas équilibré sur la base du GR. D'accord? D'où l'intérêt donc d'intégrer ce GRI dans la prise en charge. Maintenant, on va passer à notre CGM I6. Avant, donc, le I3, c'était un capteur qui est plus ou moins volumineux avec une durée d'enregistrement de 15 jours.
Et malheureusement, le premier rapport qui a été mis en place, c'était une seule page. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'était une seule page. D'ailleurs, nous, on avait exigé d'avoir un rapport similaire à celui du freestyle libre. Par exemple, en fait, le freestyle, comme vous le savez actuellement, en termes de capteurs, c'est plus ou moins la référence. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, l'équipe de Kermed, et ils ont donc demandé d'avoir un rapport plus détaillé et d'avoir une plateforme professionnelle. D'accord? Le souci qu'on a malheureusement avec le freestyle, c'est qu'on n'a pas la plateforme professionnelle. D'accord? Justement. Donc, c'est une sorte de bricolage pour avoir accès à la plateforme. Mais pour le capteur iTunes, donc, ils ont pu avoir une plateforme. Qu'en est-il par rapport au capteur I6? Avant, pour le I3, je crois que c'était 18 ans. C'était à partir de 18 ans. La mise en place, c'est pour des patients âgés de plus de 18 ans. Avec le I6 actuellement, on peut se permettre donc de mettre le capteur chez des enfants à partir de 2 ans. D'accord? Et puis, durée d'enregistrement, il n'y avait pas de changement, c'est 15 jours. On peut le mettre sur l'abdomen jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à partir de 12 ans, on peut le mettre également sur le bras, le sport. Très bien. C'est une précision à mettre donc sur la présentation. Donc, chez les enfants, c'est l'abdomen. À partir de 12 ans ou 13 ans, on peut le mettre soit sur l'abdomen, soit sur le bras. Pour donc les calibrations, il n'y a pas donc de calibration, mais on avait donc constaté qu'on quoi les praticiens exigeaient la calibration pour avoir plus de précision. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc d'ajouter la calibration. C'était avant, c'était on ne veut pas de calibration. Actuellement, donc les praticiens généralement et même les patients exigent d'avoir une calibration. Le MAR, il est de l'ordre de 8,7. Donc, et puis, je crois, un temps de préchauffage également très important, 1/2 heure. C'est la plus courte durée de préchauffage. Avant, avant le I3, c'était de 2 heures, justement. Avant, c'était 2 heures. Actuellement, avec le I6, c'est 30 minutes. C'est la plus courte durée de préchauffage des capteurs pour le moment. C'est l'apanage du Freestyle Libre 3 et 3 Plus et également le Dexcom chez eux. D'accord? Puis donc, ICANN a justement donc cette plaque, on vient de la voir ce matin. C'est la dernière mise à jour donc, du laboratoire. Donc, ils ont 3 applications. Ils ont le ICANN CGM ou bien ICANN Health, c'est la même chose. Donc, on la trouve sur le Play Store et le App Store. C'est la plateforme pour le patient. C'est l'application pour le patient. D'accord? ICANN CGM ou bien ICANN App, c'est l'application dédiée au patient. D'accord? Il y avait un changement sur l'interface. C'est une mise à jour donc d'hier, rien de ce matin. Il y a ce matin, donc c'est une interface qui est plus intuitive. Et puis il y a donc un assistant d'intelligence artificielle qui a été intégré. Donc Noanoa, Noanoa, un assistant d'IA. Donc vous voyez que la thématique d'IA, ça ne cesse donc d'intégrer les CGM. L'intérêt pour le moment de cet assistant, c'est de répondre aux questions du patient. Mais probablement, dans ce qui est prévu, c'est de l'intégrer également dans la prédiction et les décisions. D'accord? Mais pour le moment, le Noa, l'objectif principal, c'est de répondre aux questions du patient. Et puis, il y a ce petit dispositif que je viens de voir également, que je viens de découvrir. Donc, c'était hier. Ils viennent de le mettre en place. À votre avis, ça sert à quoi? C'est une sorte de terminal ou bien de récepteur qui va remplacer le smartphone. Ça sert à quoi à votre avis? Effectivement. Bon, justement, on a toujours le style smartphone pour les enfants, par exemple, et même pour certaines catégories de sujets âgés qui ont pas donc, qui ont des difficultés par rapport à la technologie. Donc, ça va faciliter la tâche. En fait, c'est une sorte de terminal. Donc, on n'a pas encore utilisé, on vient de l'avoir. D'accord? Il n'est pas encore commercialisé. Et puis, il y a cette plateforme iCanReach. Par contre, iCanReach, ça existait depuis presque une année. iCanReach. Donc, iCanReach, c'est l'application de partage. Donc de partage donc des données avec le parent ou bien également le professionnel de santé. iCanReach, donc c'est une plateforme, c'est une application de partage. iCanReach, c'est l'équivalent de LiberLink App pour les freestyle. D'accord? Celle-là, c'est l'équivalent de LiberLink. Celle-là, c'est le LiberLink App. Et puis, il y a cette plateforme professionnelle pour le médecin. D'accord? iCanReview, c'est l'équivalent de LiberView pour le freestyle. Donc, juste pour avoir une idée donc, sur les différentes applications. Donc, vous voyez, l'interface elle est plus intuitive et
Et puis, on a ce pivonome, on a la glycémie en temps réel, d'accord? On a également le nom le du la durée des informations concernant tous les paramètres donc de la glycémie en temps réel, d'accord? En temps réel. Et puis, on insiste à chaque fois sur les patients donc de faire ce qu'on appelle le balisage et vous allez voir l'intérêt du balisage dans l'interprétation des données, surtout du profil quotidien. C'est très important. C'est pas toujours évident pour les patients, mais il faut bien éduquer le patient dans le sens donc d'intégrer tout ce qui est injection d'insuline, tout ce qui est repas, tout ce qui est activité physique, c'est très important et vous allez voir pourquoi. Donc, puis, toutes les données concernant les pages iCanReach, comme j'ai dit, c'est une application de partage. Donc le patient a la possibilité de partager ses données avec 10 membres, soit de famille, soit des professions et de santé. D'accord? Donc, ils reçoivent la même chose. Le parent, par exemple, surtout pour les parents, ils reçoivent les mêmes choses, donc les mêmes données que l'application ICANN se gère. Et puis, le partenaire ICANN également, Reach, peut recevoir des données provenant d'un maximum de 10 utilisateurs. Et là, c'est là qu'on avait eu donc la question d'une plateforme professionnelle. Vous savez tous, dans notre pratique, facilement, on dépasse les 10 patients, par exemple, un nombre de 10 patients. Et là, on aura besoin d'une plateforme professionnelle. C'est l'intérêt donc I Can Review et là, l'application, la plateforme professionnelle, vous pouvez la voir soit dans vos cabinets en libéral, soit dans les hôpitaux, publics. Donc vous avez vous devez juste demander à l'équipe de, KRMed donc de vous, permettre d'avoir une plateforme professionnelle, de créer donc cette plateforme, soit en présentiel, soit à distanciel en distanciel. Donc on peut la faire également en distanciel. Et là, vous allez paramétrer bien évidemment votre plateforme professionnelle en concernant la langue, l'unité de mesure. Et là, c'est l'interface de travail de l'application. Vous avez la série de patients, vos patients, avec leur nom, prénom, les données en temps réel de glycémie et également donc, les graphiques de glycémie en temps réel, avec la durée du capteur qui reste pour chaque patient. D'accord? Nombre de jours, bien le temps qui reste donc, pour chaque patient. Vous avez également des données, c'est pas très clair, mais vous avez toutes les données en fait du rapport AGP, à savoir les flashs cibles, donc les données en temps réel, une synchronisation des événements. Et là, c'est votre rôle en fait. Donc générer un rapport et vous pouvez soit générer, soit exporter. Et pour générer les rapports, vous avez la main un rapport AGP. Il y a des praticiens qui préfèrent avoir une seule page. D'accord? Donc, vous avez la possibilité d'avoir une seule page d'AGP et l'intégrer dans le dossier du patient. Vous avez également la possibilité d'avoir un rapport plus complet et plus détaillé. Et c'est ce qu'on recommande généralement, d'avoir un rapport plus détaillé, notamment en termes donc, de profil quotidien. Là, c'est le rapport dont on a parlé. Donc, vous voyez la première page, ça contient les plages cibles. Ça correspond aux recommandations de la l'ADA. Plage cible, en termes de temps dans la cible, hypo et hyper. Les statistiques, c'est pas trop clair. Les statistiques, en fait, concernant le GMI et le coefficient de variation et puis les 2 critères de validité, on verra tout à l'heure. Donc, en termes de statistiques, c'est pas trop clair. Et puis, les graphiques, c'est des profils quotidiens avec des plages cibles de chaque jour. D'accord? Le timing range de chaque jour, le TBR de chaque jour et le TAR de chaque jour. Et ça va vous permettre en fait de ficeler un petit peu le graphique et de voir où il y a les failles qui vont expliquer les anomalies qu'on va analyser. D'accord? Très important. Très bien. Donc, vous voyez, par exemple, le premier jour, il y a un TBR en rouge qui est très important. Donc, il faut voir pourquoi il y a une hypoglycémie donc, au cours de ces 24 heures. Et puis, il y a cette page également qui est très importante également. Ça reflète le nombre d'hypoglycémies et le timing de l'hypoglycémie et puis le nombre d'épisodes d'hyperglycémie et également donc, la période d'hyperglycémie. Heu, Toujours dans le cadre de I Can Review, vous avez donc, la question, classique, c'est comment partager, donc les données du patient sur la plateforme. Vous avez un identifiant professionnel, en fait. Chaque médecin ou bien chaque, service a un identifiant personnel où vous allez partager avec vos patients et vos patients vont prendre cet identifiant et vont l'intégrer dans paramètres donc et My Practices. Là, le patient pourra ajouter l'identifiant du professionnel et pouvoir donc permettre aux professionnels ou bien aux médecins de le suivre à distance. Donc, on récap.
première chose à faire pour partager les données du patient sur la plateforme, accéder à vos données personnelles, d'accord, je parle du médecin, et puis avoir l'identifiant, le partager avec le patient, il va l'ajouter sur la partie My Practices, et puis il va saisir l'identifiant du professionnel, et ça va, donc le fait de valider l'autorisation, ça va vous permettre d'avoir des données en temps réel du patient. D'accord. Donc, concernant, je crois qu'on a fini avec la plateforme I Can Review. I Can Review, I Can View. Donc là, je vais passer au quatrième. J'espère que ce sera un peu visible pour vous. Donc, première vignette clinique, c'est le patient, c'est l'enfant IL, 12 ans. Il est diabétique de type 1 depuis 9 mois, sous TOUGEO 20 unités, sous nouveau rapide en IF, avec des ratios de 10, 12 et 11 grammes, petit-déj, déjeuner et dîner. Et puis son indice de sensibilité, il est de l'ordre de 0,45 grammes par litre. Du coup, première chose à faire. Exactement. Donc, il faut valider d'abord l'HGP sur 2 paramètres, à savoir la durée d'activité du capteur qui doit dépasser durée d'activité ou la durée d'enregistrement? Durée de port pour faciliter la durée de port qui dépasse les 14 jours, supérieure ou égale à 14 jours. D'accord? Et puis, la durée d'activité du CGM qui dépasse 70. Donc, 2 choses à vérifier avant d'entamer l'analyse. Effectivement, c'est ce qu'on a fait là, c'est pas trop clair, mais ça valide les 2 paramètres. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut savoir que chaque praticien, en fait, a une méthodologie donc de faire. Il y a des gens qui préfèrent commencer, par exemple, par le profil de 14 jours, mais il y a donc d'autres, personnellement, je commence par les métriques, justement, soit les classiques, soit les métriques. Donc là, je crois qu'il est clair, le tir, il est largement au-dessus de 70. Donc c'est un patient qui est bien équilibré. Bien équilibré. Mais le fait d'avoir un diabète récent, plus ou moins, parfois, on a ces profils de patients, mais il faut s'attendre parfois à une évolution donc, vers le déséquilibre. Et puis le TBR, niveau 2, c'est 0,3. C'est correct? Très bien. Moins 2, TBR niveau 2, moins de 1%. Le TBR niveau 1, exactement. D'accord? Donc niveau 2, c'est moins de 1%. Niveau 1, moins de 5%, de 4%. Et il faut faire attention avec les patients fragiles. On n'a pas le droit de tomber dans l'hypoglycémie niveau 2. D'accord? TBR également, ça valide les objectifs. Donc, donc le TBR niveau 1, c'est 2,4%. Donc, c'est moins 2, 25. Exactement. Niveau 2, il est à 0%, moins 2, 5%. D'accord? Donc, c'est un profil de patient très équilibré, perfectionné. D'accord? Puis, donc, justement, donc le coefficient de variation, il est là. Il est de 20,8. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien équilibré. Il est diabétique stable et il faut savoir que le seuil de CV chez un patient sain non diabétique est de 27. Donc, c'est plus ou moins un seuil physiologique de variabilité. D'accord? Il est très bien équilibré. Et puis, le GMI, il est de l'ordre de 6,1. Correct ou non correct? Justement, c'est possible, c'est possible. Il faut toujours se poser la question. Donc, si je reviens à un patient diabétique sous analogue avec une hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire à 6%, premier réflexe, donc, vu l'intérêt de l'AGP, en fait, ça vous permet d'avoir donc une idée claire par rapport à l'équilibre. 6% d'hémoglobine glycée chez un patient diabétique de type 1, nous, avant, on se méfie par rapport aux hypoglycémies. Et là, on peut se permettre de dire que c'est un patient qui est équilibré, effectivement, donc avec 6% d'hémoglobine de GMI et avec des objectifs du TBR corrects. D'accord? C'est un vrai équilibre glycémique. Donc là, effectivement, donc ça valide tous les objectifs et puis on passe à la GP ou bien à la superposition des points des différentes glycémies mesurées sur les 14 jours et qu'est-ce que vous allez constater sur ce
En fait, là, c'est 9 heures, 9h30, 9h, 9h. Définition, comme a dit le professeur Sapi, on ne peut jamais interpréter un graphique sans balisage. Si on n'a pas de balisage sur les graphiques, on demande au patient les horaires de repas. Supposons que le patient prend son petit-déj à 8h30 ou bien à 8 heures, par exemple, à 8 heures. Donc, ça peut être en rapport avec quoi? Est-ce que c'est un phénomène de l'ordre? Très bien. C'est probablement un problème de ratio et c'est ce qu'on doit vérifier sur les graphiques quotidiens. D'accord? Très bien. Le patient il est sous IF, donc probablement il y a des erreurs de comptage des glucides. Il faut toujours mettre toutes les propositions avant donc d'avoir un diagnostic. Et puis, il faut faire attention également à la plage de variabilité glycémique. Chaque fois, on répète qu'on voit cette zone verte qui est foncée, c'est des éléments qui ont contribué à la variabilité glycémique et qui se répètent chaque jour. Par contre, quand on a cette zone verte éclair bombée, alors c'est des événements qui ont contribué à la variabilité glycémique, mais qui sont occasionnels. D'accord? Par exemple, il y a des patients qui ont un mode de vie qui est différent le week-end, par exemple, et les autres jours donc de la semaine. Et on constate que effectivement, cette zone claire est bombée. Là, c'est l'intérêt donc de voir les profils quotidiens pour vérifier toutes les informations. D'accord? Mais l'essentiel, c'est déjà d'avoir ce réflexe, donc d'avoir probablement c'est un problème de ratio, probablement c'est un problème de comptage du glucide. Il y a également un élément qui est très important à avoir comme réflexe, c'est le timing de l'injection par rapport au début du repas. Normalement, ce qui est recommandé, c'est 15 à 20 minutes. Si on a, par exemple, euh, une injection soit au moment, soit après le repas, parfois on a ces profils donc de variabilité glycémique. D'accord? En fait, c'est des éléments sur lesquels vous allez vous baser après sur les boucles fermées. Il faut savoir que cette interprétation d'HGP de base, c'est l'analyse en fait, basique de la boucle fermée. Est-ce que c'est suffisant? Donc, on a parlé donc des probabilités, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir le profil quotidien. Alors là, vous allez chercher les anomalies, vous allez voir les jours, vous allez interroger le patient parce que malheureusement, on n'a pas le balisage. D'accord? Ce qui manque, c'est le balisage. C'est pour cette raison que ce volet éducatif, il est très important en termes de CGM. Il faut insister sur donc, le fait de faire entrer les paramètres, notamment d'injection d'insuline, d'activité physique et de repas, pour avoir une idée donc, sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et vous voyez que, par exemple, il y avait effectivement 2 jours où il y a eu un pic postprandial du petit-déj. Par contre, les autres jours, c'était correct. Ça explique en fait cette variabilité sur la zone claire. D'accord? Et là, vous allez interroger le patient. C'est l'intérêt d'ailleurs d'avoir 14 jours parce qu'en fait, le patient peut se permettre donc de vous répondre aux questions par rapport à ces 2 jours qui s'est passé. Et probablement, le patient n'avait pas respecté soit le timing de l'injection, soit le comptage n'était pas correct, soit si on avait effectivement une anomalie qui se répète chaque jour, là, on pourra dire qu'il y a un problème de ratio. D'accord? Très bien. Donc, et là, vous voyez également qu'il y avait un pic postprandial du déjeuner et du dîner. Ceci dit que parfois il y a des erreurs. D'accord? Parfois, c'est occasionnel. Donc, il y a des erreurs, surtout en termes donc, d'injection et de comptage de glucides. Mais si, par exemple, si on interprète un AGP pareil, il faut toujours être positif. De toute façon, on fait des efforts. D'accord? Parfait. Est-ce que c'est suffisant? Non. Pour en profiter donc de cette page, ça reflète le nombre d'hypoglycémies et le timing d'hypoglycémie, et également le nombre d'hyperglycémie. C'est vrai que c'est plus ou moins correct pour un diabétique de type 1, mais il faut poser la question par rapport à ces 2 épisodes donc d'hypoglycémie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? C'est une sorte d'éducation thérapeutique du patient. D'accord? C'est vrai que le patient, il est au top, mais à chaque fois qu'on a des éléments sur lesquels on va éduquer le patient, il ne faut pas hésiter. Donc là, c'est un exemple en fait de rapport, il faut valoriser ce que vous faites. Quand vous interprétez, vous faites un effort d'analyse, il faut valoriser ce que vous faites. Il faut mettre une interprétation dans les règles de l'art avec un rapport personnalisé pour chaque patient. Et vous avez donc bien évidemment tous les assistants d'intelligence artificielle, vous avez donc des plateformes dans vos cabinets ou bien dans le milieu hospitalier, il faut en bénéficier et mettre tous les paramètres que vous avez
analyser en partant bien évidemment de l'identité du patient. C'est juste un exemple personnalisé. Donc, en partant de la période d'analyse, donc 15 jours, ça valide le l'HGP, plus de 95%, c'est des données qui sont fiables, d'accord? Et puis, mettre, par exemple, les indicateurs sur un tableau avec les objectifs des recommandations, des objectifs de recommandation et ce qu'on a chez le patient, par exemple, et puis une interprétation et une deuxième page pour mettre les points clés en termes d'interprétation, une sorte de récap et puis, une conclusion à cacheter et à remettre au patient pour valoriser ce que vous c'est un effort. Justement, il y a هادو راه باش de l'intelligence artificielle, d'accord? Mais faites attention avec l'intelligence artificielle, si vous avez un assistant, il faut toujours avoir un œil critique. Par exemple, sur cette première page, est-ce que vous constatez des choses sur l'interprétation? Les plages cibles, c'est pas très قلت لكم time in range de poisson شحال. Le time in range, c'est un dépassant sur la GP. Là, ماشي sur le tableau, sur la GP, je reviens à la GP. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, faites attention avec les assistants d'IA. Parfois, ils font ce qu'on appelle des hallucinations. Ils mettent n'importe quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Ou quand vous avez un assistant d'IA, il faut l'enseigner, d'accord? Il faut l'enseigner et en même temps, à toujours avoir un œil critique, d'accord? Le GMI, le GRI, comment faire pour calculer le GRI? Parce qu'en fait, un océan, un exchange. Justement, c'est pas toujours évident à calculer le cabinet. Nous, en notre service, enfin, qui est le Memory Health, nous avons développé notre plateforme Android. Je peux vous partager le lien. Donc, c'est une plateforme que nous avons développée dans le sens d'avoir le time, insight range et le GRI avec les autres paramètres de l'AGP. D'accord? Le time, insight range et le GRI, parce qu'en fait, c'est un calcul. C'est un algorithme. Non, c'est pas encore intégré. En fait, ça fait pas encore partie des recommandations. Du coup, on l'a pas encore sur les plateformes professionnelles des sociétés, mais nous, je vais vous envoyer le lien. Nous avons développé une plateforme pour avoir un GRI avec la grille, d'accord, avec une grille. Donc, je peux le montrer tout à l'heure après la fin de la présentation. Donc, faites attention avec les rapports générés par l'IA, toujours avoir un œil critique. Ce rapport, c'est juste un exemple pour vous dans vos pratiques pour valoriser ce que vous faites. D'accord? Pour valoriser, comme ce que font les cardiologues, par exemple, ou autres spécialités, ils valorisent ce qu'ils font. Donc, quand vous mettez un capteur, vous faites les choses dans les règles de l'art, vous éduquez vos patients, et quand vous analysez, c'est un effort de plus, c'est du temps. D'accord? Donc, il faut mettre ça sur un rapport personnalisé et le remettre au patient. Très bien, parfait. Donc, je passe au deuxième cas clinique. On a toujours le temps. Il y a qu'à Deuxième cas clinique, madame Nagoshima, 25 ans, diabétique de type 1 depuis 5 ans, sous triciba 22 unités, nouveau rapide en IF, avec des ratios 5, 10, 9, qui est un indice de sensibilité. Et là, je vous vois une parenthèse. Je vous encourage à former vos patients en insulinothérapie fonctionnelle. Ça rend énormément service. Et ça les prépare également, s'il y a un projet de BF ou bien de pompe, ça les prépare et ça nous facilite la tâche. Et puis le bilan dégeneratif est correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Première chose à faire, bien évidemment, c'est validité des données, pas trop clair, mais c'est valide 100% d'activité du capteur et plus donc de 14 jours de temps d'enregistrement. D'accord? Bien du corps. Euh, ah, le tir, il est correct, effectivement, il est de 80%. اليوم جبت لكم des patients اللي كيطلعوا المورال. 80% du time in range. Effectivement, le TBR, c'est 2,6 niveau 1 et 0,3 niveau 2. Donc, c'est correct, acceptable. Très bien. Et puis, hyperglycémie niveau 1, c'est 14,5%, c'est moins 2,25. Niveau 2, hyperglycémie, c'est 2,5, c'est moins 2,5. Parfait. Alors là, on passe aux statistiques. Le GMI, indicateur de gestion du glucose, il est de 6,7. C'est
Si on prend les paramètres cliniques de la patiente, c'est correct. D'accord? C'est correct. Variabilité à 31, c'est moins de 36%. Donc, c'est une patiente également aux objectifs. Sur la partie statistique, si on passe au graphique, parfait. Il y a un trait rouge ici, ça correspond à une hypoglycémie matinale équipée. Exactement. Peut-être que la patiente présente des hypoglycémies nocturnes. Et méfiez-vous des hypoglycémies nocturnes, surtout s'ils ne sont pas ressentis. Donc, il faut faire attention. Et là, sur ce graphique, il faut mettre le point avec le patient, donc sur cette hypoglycémie, mais en se référant bien évidemment au graphique quotidien pour voir les jours où il y a eu cette hypoglycémie. D'accord? Et puis, autre chose, c'est une variabilité glycémique qui correspond interjournalière, effectivement. Et là, on a les deux zones foncées et claires qui sont bombées et c'est probablement en rapport avec les 9 heures post-petit-déj. Donc, c'est probablement soit un problème de ratio, donc intra-journalière, je reprends. Vous voyez là, il y a une zone qui est foncée. En fait, sur le freestyle, c'est en bleu. Sur d'autres CGM, c'est en vert. Donc, rappelez-vous donc de la zone foncée et la zone claire. Il y a une zone foncée là, d'accord? Et quand on a cette zone foncée qui est bombée, au dépend de celle-là, généralement, c'est des éléments qui sont répétitifs de façon quotidienne. C'est des éléments qui contribuent à la variabilité, mais qui se répètent chaque jour. Très important. Et puis, si on a cette zone qui est claire, bombée, au dépend de cette zone foncée, là, c'est des événements généralement qui sont occasionnels et qui se répètent chaque week-end, par exemple, ou bien un jour par semaine, l'autre non. Le message est reçu. Ça fait effectivement le point que vous rapportez. Donc, on peut juger sur la variabilité interjournalière sur des pics, par exemple, en rapport avec le repas. Mais là, quand je parle des deux plages interquartiles et interdiciles, c'est occasionnel. C'est une zone claire bombée. Quotidien, c'est une zone foncée bombée. C'est clair? Là, vous avez les deux zones qui sont bombées. Donc, probablement, il y a des événements quotidiens et occasionnels. D'accord? C'est clair? Exactement. الله يعطيك الصحة أستاذ. Logiquement, si on a un problème qui se répète chaque jour, c'est probablement en rapport avec le traitement et chaque jour. S'il y a des problèmes de comportement, généralement, c'est occasionnel. D'accord? Le chef Ousseda, il a rapporté comme quoi, si on a cette zone foncée qui est bombée, il faut revoir les ratios, il faut revoir l'injection du bolus par rapport au repas, le comptage des glucides, tous les éléments qui sont en rapport avec le traitement. Et si on a cette zone claire qui est bombée, alors là, il faut poser la question au patient, est-ce qu'il fait des choses différentes entre les jours de la semaine, par exemple le week-end? Est-ce qu'il fait une activité physique le week-end et les autres jours non? Est-ce qu'il y a des habitudes donc, qui sont différentes entre les jours? D'accord? Exactement. Exactement. Donc, c'est des variabilités au dépend donc généralement, ce que je fais sur le plan pratique, j'interprète les 2 zones et je prends la décision. Est-ce que j'attaque le traitement ou bien j'interroge le patient sur ses comportements. D'accord? Donc là, également, il faut voir les profils quotidiens, d'accord? Jour par jour. Et là, vous voyez qu'il y a des pics parfois c'est des pics qui sont généralement c'est pas répétitif. En fait, si on avait des pics postprandiaux répétitifs chaque jour, donc probablement c'est un problème de traitement. Donc il faut revoir les ratios, est-ce qu'ils sont corrects? Il faut revoir les habitudes du patient en termes de comptage. Il y a des patients qui ont des erreurs de comptage qui se répètent chaque jour. Et également, il faut toujours insister sur le timing du bolus, 15 à 20 minutes avant le repas. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des jours dans lesquels il n'y avait pas le pic postprandial. D'accord? Il n'y avait pas le pic postprandial. On avait oublié une chose qui est importante, c'est une chose qui est importante. D'ailleurs, il faut la prioriser en termes d'interprétation. Hein. Effectivement, le balisage, il est très important, mais il faut savoir que malheureusement, rarement on tombe sur un patient qui fait un bon balisage dans les normes.
Et à chaque fois, on essaie de déduire et d'interroger le patient: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait?» Mais là, ce que Safet tout à l'heure avait évoqué une hypoglycémie. Il faut toujours faire attention avant d'interpréter les hyper, voire les hypo. Il y a des patients qui font des hypos, qui font des resucrages excessifs, qui vont avoir une hyperglycémie réactionnelle. D'accord? Donc il faut toujours voir les hypos sont prioritaires en termes d'interprétation. L'hypoglycémie nocturne, elle est là. Il faut poser la question aux patients: qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les probabilités, par exemple, qui peuvent expliquer donc ces hypoglycémies nocturnes? Mmh, effectivement, donc peut-être que le patient fait une activité le soir et on aura une hypoglycémie tardive, c'est possible. Une dose de basal qui est forte, justement, c'est probable. Exactement. Donc on a à chaque fois, on pose des questions. Est-ce que c'est la basale? Est-ce que c'est l'activité physique? Est-ce que c'est un repas, un dîner qui est tardif avec un surdosage en rapide? Est-ce que c'est un problème de comptage? Il y a des patients qui, par exemple, ils font un comptage de glucides, ils s'injectent l'injection. Mais par contre, surtout pour les enfants, c'est un problème qu'on a beaucoup plus avec les enfants, ils ne mangent pas leur repas, donc en entier. Donc du coup, il faut toujours poser la question, soit aux passants, soit aux parents. D'accord? Donc, pour avoir une idée donc sur ce paramètre. Mais par exemple, logiquement, s'il y avait un problème de basal, on aura une hypoglycémie qui est répétitive. D'accord? Très bien. Donc là, le pic postprandial, je crois qu'il correspond à un pic post-petit-déj. Et là, c'est presque tous les jours, justement. Donc, il faut revoir le ratio chez cette patiente, par exemple. Mais je l'ai mis exprès également, c'est une vignette effective. J'ai mis 5 grammes par une unité. C'est déjà un ratio qui est renforcé. Donc, il faut faire attention. Il faut revoir surtout le timing de l'injection. Et puis, on peut se permettre donc de faire baisser encore le ratio. Mais faites attention, donc le ratio est déjà renforcé. D'accord? Là, également, donc vous voyez l'intérêt de ce graphique, donc c'est le nombre d'hypoglycémies. Vous voyez qu'il y avait un épisode. Là, on a même le chiffre d'hypoglycémie niveau 2. On a eu un épisode d'hypoglycémie moins de 54 milligrammes, d'accord? Juste justement, donc en termes d'alerte, il y a déjà des patients qui désactivent des alertes. Il y a des patients qui désactivent des alertes en nocturne, surtout nocturne justement. حيت حنا la vision ديالنا en tant que médecin ماشي هي la vision ديال le patient. Le patient, pour lui, surtout les enfants, par exemple, ils préfèrent avoir une qualité de sommeil, je vous dis, par rapport au risque d'hypoglycémie. Là, il y a également l'intérêt d'éduquer le patient. En fait, nous, c'est des messages qui sont clairs pour nous. Il ne faut pas tomber dans les pots, il faut avoir une alarme, bien une alerte hypoglycémie en continu. Mais pour le patient, lui, surtout les enfants, par exemple, leur priorité, c'est d'avoir une qualité de sommeil, donc sans alerte. Et puis, il faut faire attention avec les alertes. Comme on dit, trop d'alertes tue l'alerte. Et si on va mettre une alerte, c'est surtout pour l'hypoglycémie. Justement, je crois sur l'application iCan Reach, il y a les alertes. D'accord? Bah, là, chez les parents. iCan Reach, il y a des alertes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait généralement, même avec les autres capteurs. Il faut toujours, pour les enfants, c'est sur les enfants, il faut toujours avoir donc des alertes chez les parents. تقدر تكون الاليرت للصدام يشوفها كاع l'enfant, ouais. ما يسمعهاش كاع justement. Très bien. Et là, vous avez également le nombre. Et là, vous voyez donc les épisodes d'hypoglycémie sont surtout nocturnes. D'accord? Ils sont surtout nocturnes. Et puis, il y a également des épisodes d'hyperglycémie postprandiaux, surtout au petit-déj. Donc, moralité, il faut vraiment optimiser l'utilisation du CGM. نخرجوا le maximum possible donc des informations et ça va permettre également. Et là, je reviens à notre rapport personnalisé. Il ne faut pas hésiter à mettre donc des conclusions et des éléments d'optimisation. Là, la chose qu'on peut faire chez ce patient, c'est primo. Oui, on peut se permettre de baisser la basale et voir le profil. Oui, effectivement. Ah non, c'est les alertes, effectivement, il faut insister sur les alertes et éduquer. Il ne faut pas hésiter à rééduquer le patient et ses parents par rapport aux alertes. Là, ce DLH, il a insisté. Il a vu comme quoi il y avait un épisode d'hypoglycémie à moins de 54 qui pourrait engager le pronostic vital. D'accord?
pour cette raison qu'il faut toujours avoir donc des messages clés, maximum 2 messages clés pour chaque interprétation. Si on va mettre en 1er le premier message pour ce patient, c'est les hypoglycémies, mettre les alertes, ajuster le traitement, la basale, justement, revoir les habitudes en termes d'activité physique, d'accord? Oui, le ratio du effectivement, peut-être que, si on a un repas tardif, par exemple, au dîner, peut-être que l'hypoglycémie, elle est secondaire à la rapide, c'est possible. Le timing de bolus, très important également. Et puis, là, je passe à la 3e vignette, c'est madame Khadija. 22 ans, diabète de type 1 depuis 3 ans, bougé au 24, IF avec des ratios 8, 9, 10 et indice de sensibilité à 0,48 et le bilan déjà est correct. Première vue, première chose à la validation. Effectivement, c'est un CGM c'est un rapport qui est valide. 100% d'activité, le port, il dépasse les 14 jours. D'accord? Donc, deuxième chose à faire, voir les plages cibles. Et là, vous avez TBR correct, très bien. Time in range qui est correct. Le time in range, le tir, il est correct. Et puis, TAR sont corrects également. C'est 3% pour niveau 1 et 0,3% pour niveau 2. Ça correspond aux recommandations. C'est un profil qui est équilibré. Je passe aux statistiques. Variabilité à 26 CV, correct, moins de 36%. Le GMI, il est à 6%, c'est très correct. Et je répète donc le message à chaque fois avant sous analogue. Quand je vois 6% chez un type 1, je me méfie. Mais là, on peut se permettre que de dire que c'est un patient effectivement qui est équilibré parce qu'on n'a pas de TBR. D'accord? Parfait. Donc là, je passe à la GP proprement dit, donc des 14 jours. Premier réflexe, le rouge. Toujours faire attention avec la couleur rouge. D'ailleurs, ça ne change pas entre les CGM. Il y a un changement de tir et de TAR, mais le TBR, c'est toujours en rouge. D'accord? C'est à 3 heures du matin. C'est 3 heures du matin. Probablement, c'est en rapport avec la basale, comme on a dit, activité physique avec hypoglycémie tardive, un problème de repas tardif. Donc, il y a toujours des probabilités à mettre donc en place. Et puis également, il y a une variabilité glycémique en postprandial déjeuner, d'accord? Déjeuner, avec une zone cette fois-ci qui est claire. Vous voyez, donc la zone foncée, elle est très mince, d'accord? Par contre, la zone claire, elle est très bombée. Donc, c'est probablement des éléments perturbateurs qui sont en rapport avec le comportement et qui sont probablement occasionnels. D'accord? D'où l'intérêt donc d'où l'intérêt donc de voir les profils quotidiens. Première remarque chez ce patient, c'est différent des autres. Je lisais le faible graphe. Très bien. Il y a le balisage. Donc vous voyez là, mais vous voyez là, c'est ce qui est en bleu, c'est les injections d'insuline. Ce qui est en jaune, c'est le repas. D'accord? C'est que tu l'écris. Parce qu'en fait, ça change d'un CGM à l'autre. Et à votre avis, ça servira à quoi? Première chose à voir, c'est le timing. Si on voit que l'injection a été faite avant l'annonce du repas, c'est probablement un patient qui respecte le timing. Si on a le repas qui vient avant l'injection, peut-être que le patient s'injecte après le repas. Et si on a un repas et une injection en même temps, peut-être que le patient s'injecte au cours du repas. D'accord? Donc c'est très important. Et je répète les messages, pourquoi? Parce qu'en fait, après, dans les boucles fermées, vous aurez besoin donc de ces éléments d'interprétation. En fait, en boucle fermée, on a systématiquement le validage. En boucle fermée, on exige dans la boucle fermée hybride d'annoncer le repas. Du coup, le patient, il est obligé d'annoncer le repas et on voit le repas sur le graphique et l'algorithme, il injecte l'insuline, on a l'injection sur le graphique. Il faut avoir les réflexes dès maintenant. Donc, on a les 2 paramètres de validage. Ce qui manque, c'est l'activité physique, d'accord? Mais c'est déjà pas mal pour un patient donc de faire un balisage, avec un CGM. Vous voyez, il y a probablement du rouge, c'est probablement une hypoglycémie. Il faut faire attention. Il faut aller donc vers ce jour d'hypoglycémie, interroger le patient, donc ce qui s'est passé durant cette nuit. Et puis, exactement. Il y avait 2 jours avec les hyper,
ça peut expliquer la variabilité glycémique au dépend de la zone claire. En fait, c'est un élément qui est occasionnel. Donc, il faut interroger le patient, qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire sur la base du validage? Donc, vous voyez, ce qui est jaune, c'est le repas, ce qui est bleu, c'est l'injection. Logiquement, s'il y avait un problème de ratio, de comptage du glucide, probablement, oui. Parce que le patient, durant ces 2 jours, il avait des erreurs de comptage parce qu'en fait, les repas, ça diffère d'un jour à l'autre. Donc, peut-être qu'il a raté quelque chose. C'est probable, oui. ولا الطعمية كما قالت الأستاذة، بعدا هاد الوجه هذا تيبان لينا بأنه presque en même temps. Donc l'injection, c'est presque en même temps que le repas et là également, donc c'est une injection plus ou moins on peut se permettre de dire une injection qui respecte le timing, mais il faut interroger le patient. Il faut interroger le patient, lui demander ce qu'il respecte donc le timing et par exemple, quand on a, ces graphiques quotidiens, ça va, permettre au patient de voir ce qu'il fait. D'accord? Ça reflète en fait les comportements du patient. Donc c'est un support qui est primordial en termes d'éducation thérapeutique. D'accord? تحط le graphique قدامك كتشرح للمريض en même temps le patient il fait attention et il sait que la prochaine fois, donc vous allez le juger par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. D'accord? C'est une sorte d'éducation thérapeutique qu'il faut répéter à chaque fois. C'est pas évident, c'est chronophage. Et qu'est-ce que vous remarquez sur le validage? 3e vignette, je crois, pardon, c'est toujours dans le 3e vignette. Donc, le nombre d'hypoglycémies, si on passe, à la page d'hypoglycémie, il y avait une hypoglycémie, il y avait 0 hypoglycémie presque, donc niveau 1, mais il y avait des hypoglycémies niveau 2. Donc, c'est ce qu'on avait constaté sur les 2 sur la journée où on a eu une hypoglycémie. D'accord? Donc, toujours donc, même chose, faire un rapport qui est personnalisable et à signer, à capter, à remettre au patient et à remettre également sur le dossier. Je ne sais pas donc est-ce qu'on a respecté le timing, mais les messages clés donc de cet atelier, c'est que les CGM, ils sont à chaque 15 jours presque, là, une semaine, on a une nouvelle génération de CGM. Et actuellement, le marché chinois ou bien le marché asiatique, il a envahi la technologie du diabète, notamment en termes de CGM, en termes donc de pompes et en termes de boucles fermées. Il faut toujours avoir des mises à jour par rapport au dispositif. Et vous voyez que nous, sur le marché marocain, on n'a pas assez donc du choix. On a surtout des capteurs qui sont asiatiques. Donc, il faut en bénéficier. Les moins chers. Les moins chers. Donc, نقدروا نطلبوا l'équipe كيرميد بالنسبة ليهم هما حيت on peut pas نعم أستاذة؟ صافي c'est bon, c'est bon. Donc, entre parenthèses, c'est pas parce qu'ils ont, donc organisé l'atelier, mais c'est une chose à mettre en clair, c'est que le laboratoire Hermès, un laboratoire qui travaille de façon professionnelle, les ont mis à notre disposition des équipes d'éducation thérapeutique, d'accord? Chose qu'on n'a pas avec, malheureusement, avec toutes les sociétés qui commercialisent des capteurs. Et à chaque fois, j'insiste sur le volet éducatif, c'est très important, d'accord? Et donc, comme vous savez, dans notre pratique, on n'a pas toujours le temps. Bon, et cette éducation, elle est chronophage. Donc déjà, d'avoir une équipe sur place qui va nous aider dans le volet éducatif concernant le CGM et nous, on s'occupe de tout ce qui est interprétation donc des datas, ça c'est un avantage majeur. D'accord? En plus du prix, par exemple. D'accord? Donc c'était une chose à prendre en considération. Ce volet éducatif, il est très important. Et puis, cette plateforme professionnelle, il ne faut pas hésiter d'en bénéficier. C'est très important pour votre pratique. Donc là, GP, comme vous avez vu, on peut se permettre d'avoir la première page et on s'arrête. Mais le fait d'aller vers les détails, ça nous aide d'avoir plus de précision et plus donc d'optimisation. Vous voyez que le GRI, le time and tight range sont des nouvelles métriques qui ont émergé et qui seront probablement intégrées dans les recommandations. Et là, j'insiste également sur le rôle des endocrinologues en termes de prescription,
en termes d'utilisation des capteurs pour permettre, donc un remboursement des capteurs. C'est l'objectif, final, c'est d'avoir un remboursement des capteurs et puis des pompes à insuline. En fait, qui dit capteur dit pompe, dit boucle fermée. Et là, je vous remercie pour votre présence et l'intérêt accordé à cette. En termes de mise en place, personnellement, je le fais surtout sur le bras, d'accord? Pour le site d'insertion mais sinon, en termes d'objectifs, par contre, c'est pas très consensuel en termes de recommandations, mais il faut dépasser un tir, de 90. D'accord? C'est bon, s'il y a des questions, s'il y a des choses, donc vous voulez, qu'on partage après, pour la plateforme que nous avons développée, il s'appelle Androlic. On peut vous l'envoyer. Donc, en fait, la caractéristique de cette plateforme, il nous permet en plus des paramètres qui sont déjà validés par l'ADA, d'avoir un GRI et un time and tight range. Alors cela justement, oui, bien s bien sûr. Donc, en termes de flèche de tendance, c'est très important, par exemple, en termes d'hypoglycémie avec une flèche vers le bas, là, il faut vraiment intervenir sur le champ. Bien sûr, ça aide énormément. Il faut éduquer le patient. Il faut éduquer le patient parce qu'en fait, si on a, par exemple, plus de 20 patients, de 30 patients, même si on a un suivi en temps réel, on ne peut pas se permettre de suivre tout le monde et d'intervenir à temps. Donc, il faut vraiment éduquer les patients et pour les enfants, il faut éduquer leurs parents. D'accord? Donc,